Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue. Bienvenue dans Ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien, je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide. J'ai rien. Vous comprenez qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Je pensais que je me suis fait des idées. Que j'entends des choses que je vais pas entendre. Vous écoutez l'épisode 15 et face à moi, elle est là, comme toujours, pour vous fournir votre dose mensuelle de psychologie et un petit peu d'addictologie ce mois-ci. C'est Laetitia. Salut Laetitia, comment ça va ? Ça va, là il flotte à mort, on est au mois de décembre, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure période de l'année, mais bon, déjà le mois de novembre est passé, c'est déjà ça. Je sais pas comment toi tu vis les mois de novembre, mais moi c'est un peu le mois de l'angoisse. Non, moi c'est plutôt vers janvier. Hein. Ah oui, c'est un peu plus tard. Là, moi, le mois de novembre, c'est bien fini. Là, je suis allé faire un petit tour au Congrès français de psychiatrie à Lyon. C'était intéressant. Ça se trouve, j'ai croisé des auditeurs, parmi les quelques auditeurs qu'on a. Non. Ils ne se sont pas manifestés. Non. Je suis resté assez discret. Hein. Bien que, je suis quand même facile à identifier. Bon, bref. Mais en tout cas, si, c'était sympa. C'est comme toujours, c'est très hospitalo-centré, le Congrès français de psychiatrie, mais il y avait des communications quand même assez intéressantes. Cette année, il y avait des astrophysiciens qui sont venus parler de l'espace. Et c'est bizarre pour un congrès de psychiatrie, mais c'était marrant. Bon, bref, aujourd'hui, on va parler de Requiem for a Dream. Et alors, j'ai envie d'instaurer une petite nouveauté dans le podcast, un petit moment anecdote personnelle. Alors, je ne sais pas, peut-être que pour inaugurer ça, toi, tu as une anecdote à nous partager sur ton quotidien en addictologie. Ah bah pas de problème, hein. Ce ne sont pas les anecdotes qui me manquent. Alors je me suis dit que peut-être pour contrebalancer ce qui allait suivre, donc c'est-à-dire un film assez glauque et caricatural sur ce que peut être le processus d'addiction et les effets néfastes des drogues, je voulais dire que les addictions ça touchait toutes les tranches d'âge et qu'il n'y a pas pour autant de fatalité à ça. Et du coup j'ai pensé à une patiente d'environ 70 ans, que j'adore, qui a un caractère de fou, qui est super drôle. Et elle était absente à un groupe de parole sur les risques de rechute, les risques de reconsommation, auxquels elle était inscrite à la base. Et du coup, je l'appelle pour savoir si elle arrive ou non. Et en fait, elle était très alcoolisée au téléphone, parce que c'est une dame qui vient par rapport à ses consos d'alcool. Elle était très alcoolisée au téléphone, et elle m'a dit en rigolant qu'elle bossait son sujet, c'est-à-dire les risques de reconsommation, donc. Et voilà, et on a rigolé ensemble, et bon bref, on s'est revus la semaine d'après, il n'y a pas de problème quoi. Mais du coup c'était, une dame de 70 ans qui est capable d'humour et d'autodérision sur ses consommations d'alcool, je trouve ça chouette en vrai. Si elle se reconnaît, on la salue. Ouais, si elle nous écoute. Et je voulais dire aussi que si l'addiction du fait de l'accoutumance et de la tolérance, ça amène souvent à consommer davantage et que ça entraîne des pertes de contrôle, forcément, j'ai aussi pu recevoir en suivi plusieurs personnes qui consommaient de manière vraiment ponctuelle et récréative des produits illicites comme la MDMA ou de la cocaïne, sans que ça ait forcément un impact négatif sur leur vie professionnelle ou personnelle. Enfin, c'est pas parce qu'on consomme des substances que notre vie s'effondre, quoi, en gros. Donc voilà, tout n'est pas noir, il faut jamais faire de généralité, que ce soit sur les produits ou sur les gens d'ailleurs, parce que tout le monde est différent. Du coup, je trouvais ça bien de le rappeler en début de podcast. C'est vrai qu'on va voir dans le film, les curseurs sont un peu mis à fond dans Requiem for a Dream. Évidemment, c'est difficile de généraliser. Bon, après, tu as plus d'expérience que moi sur le sujet. Mais bon, en même temps, quand tu fais un film, tu peux pas faire un film sur un truc complètement banal. Et il faut que ça dérape, il faut qu'il y ait une tension.
Voilà, donc là, effectivement, les potards étaient un peu à fond. Mais bien, ça va nous permettre de dire des choses sur le film. D'ailleurs, parlons un petit peu des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, c'est moi qui vais commencer en parlant de la représentation des toxicomanes dans le film. Ensuite, c'est toi qui prendras la parole pour nous parler des consommations d'héroïne, en comparant la réalité avec le film, savoir qu'est-ce qui est cohérent ou pas dans ce qui est montré dans le film. Ensuite, moi, je parlerai de la représentation des soignants et de l'hôpital dans le film. Et après, c'est toi qui reprendras la parole pour nous parler de la consommation d'amphétamines, et notamment la psychose amphétaminique. Tu continueras en nous parlant des scènes qui traduisent les troubles de l'usage. Et enfin, on terminera par notre avis rapide sur le film et nos recommandations comme d'habitude. Voilà, donc vous savez que bien sûr on va parler du film dans son intégralité. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est préférable d'arrêter le podcast et d'aller voir le film. Ça sera quand même mieux pour vous. Quelque chose à ajouter ? Let's go. Ok, vous savez tout, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Ma séance de psy, épisode 15, c'est parti. Je comprends pas. Pourquoi t'es aussi dur avec tes parents ? C'est vrai, ils te donnent tout ce que tu veux. Ils t'ont trouvé un appart, un psy qui te refile des cachets. Oui, c'est bien, je sais, c'est super, mais... ce n'était pas de l'argent que j'attendais d'eux. Tu comprends ? Et c'est pratiquement la seule chose qu'ils me donnent. Pourquoi tu prends pas tes distances ? Comment veux-tu que je fasse ? Je sais pas. Tu pourrais faire des fringues. Tes dessins sont super. T'as qu'à ouvrir un magasin. Je peux pas, Pourquoi ? parce que je n'aurai plus le temps de te voir. Requiem for a Dream est un film américain de 101 minutes réalisé par Darren Aronofsky et sorti en 2000. Il s'agit d'une adaptation du roman Retour à Brooklyn, écrit en 1978 par Hubert Selby Jr., qui a d'ailleurs participé à l'écriture du scénario. Dans les rôles principaux, on retrouve Jared Leto, qui joue Harry Goldfarb, Ellen Burstyn, qui joue Sarah Goldfarb, sa maman, Marlon Wayans, qui joue le rôle de Tyrone C. Love. D'ailleurs, petite parenthèse, Marlon Wayans, moi je ne l'ai jamais vu dans d'autres films, à part peut-être dans Scary Movie, qui est une parodie de Scream. Et il joue curieusement un type qui a des problèmes d'alcool, enfin non pas d'alcool, de cannabis. Je crois qu'il il a un gros consommateur de... Ouais, il est un peu affilié à ces rôles-là, c'est bizarre. Et ensuite, il y a qui d'autre ? Jennifer Connelly, évidemment, qui, elle, interprète Marion Silver. Alors Marianne, moi, j'ai pas trop su si c'était ça. C'est Marianne ? C'est Marianne ? Marianne. Ok, parce qu'entre la VF et la VO, je crois que là, ça change. Ah. Donc, je sais pas, je l'appellerai j'aurais Marion. Marianne. Moi. Bon, ok. Le film raconte la lente déchéance, chacun à leur manière, de 4 personnages souffrant d'addiction. Harry, Marianne et Tyrone, qui sont 3 junkies, et Sarah, qui souffre de solitude et qui cherche à maigrir dans l'espoir de participer à son show télé préféré et qui va devenir dépendante aux amphétamines. Alors, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes sur le film. Il a été interdit aux moins de 18 ans en France et aux États-Unis. Il paraîtrait même qu'il a été interdit dans certains pays. Je n'ai pas réussi à savoir dans lesquels. Moi, j'ai découvert, figure-toi, la bande-son de ce film que j'avais finalement déjà entendue avant. Ah oui, parce que j'allais dire, tu la connaissais déjà sans le savoir. Sans le savoir, ouais, effectivement, parce que j'aime bien regarder des reportages un peu creepy sur TF1 avec des musiques comme ça hyper angoissantes. Et souvent, on retrouve... d'enquête. Voilà, c'est ça. Et on retrouve la bande-son de Clint Mansell, en particulier le morceau le Lux Eterna, qui revient un peu en boucle comme ça dans le film, et qui finalement a été pas mal repris. Alors, dans des bandes-annonces de films, il y a une quantité de bandes-annonces de films qui reprennent ce morceau de musique. Des films plus ou moins bien.
Sunshine, par exemple, qui était plutôt pas mal. La bande-annonce de Babylone, AD, le film de Mathieu Kassovitz, qui est une catastrophe sans nom. Des films comme 3. Si vous avez envie de vous regarder les bandes-annonces, vous verrez qu'on retrouve la musique de Requiem for a Dream dans cette bande-annonce. Bref, voilà, c'était la première fois que je raccrochais cette musique au film. Autre petit fait intéressant, l'héroïne, qui est la drogue dont on parle le plus et qu'on voit le plus dans le film, figure-toi qu'elle n'est jamais nommée en tant que telle. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Ouais, c'est vrai. Et enfin, Darren Aronofsky, ce que je ne savais pas, est apparemment un grand fan du réalisateur Satoshi Kon. Satoshi Kon, qui est un réalisateur de films d'animation japonais. Vous avez probablement déjà vu des films de Satoshi Kon. Si vous n'en avez pas vu, vous avez certainement vu des films qui se sont beaucoup inspirés de ce qu'il fait. Il a fait notamment des films comme Paprika, Tokyo Godfather ou Millennium Actress. Paprika qui a été pas mal pompé par Christopher Nolan pour le film Inception. Ça parle en fait de comment pénétrer dans les rêves des gens et dans les pensées des gens pour les modifier, etc. Enfin bon, on est quand même dans le sujet d'Inception. Et figure-toi que donc il est tellement fan de Satoshi Kon qu'il a racheté les droits d'un de ses films qui s'appelle Perfect Blue pour reprendre à l'intégrale quasiment une des scènes de ce film d'animation et la remettre dans son film. Alors Perfect Blue, juste pour resituer pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mima, qui est une idol. Au Japon, c'est l'équivalent d'une fille qui chante dans un girls band et qui décide de quitter son groupe pour se lancer dans le cinéma avec plus ou moins de réussite et qui va se faire traquer par un fan psychopathe. Donc c'est un super thriller. Un très bon film, et il y a une scène particulière où Mima est dans sa baignoire, recroquevillée en position fétale, et où elle crie dans l'eau. Et si vous vous rappelez du film, c'est vers la fin, c'est vers 1h20 à peu près, il y a exactement la même scène, les mêmes plans que dans le film d'animation. Voilà, c'est tout pour le peu d'anecdotes qu'il y a à dire sur ce film, et on va pouvoir passer à la suite. Qui veut passer un bon moment? Angel m'a dit qu'on devrait le faire maintenant. J'appellerai Brody demain. Qui c'est? Mon dealer adoré. Il a une cam d'enfer. Ouais, terrible. Écoute Marion, on a pensé à un truc. Quoi? On en achète une bonbonne, on la coupe, on se fait le double de thunes sans problème. Putain ouais, après on se prend une livre de pur et c'est la retraite. Tu vois ce que je veux dire? On arrête de zoner. Fini les sales plans, on se la coule douce. C'est quoi le risque? Je vais te passer la parole, Laetitia, puisque tu vas nous parler de la consommation d'héroïne dans Requiem for a Dream. Ouais, je me suis dit qu'on allait commencer par là, vu que effectivement c'est le produit qu'on voit le plus, même s'il n'est pas nommé. Du coup, je vais utiliser le site Drogue Info Service que j'avais déjà conseillé dans l'épisode sur Drunk. J'en avais parlé par rapport au répertoire de structures de soins en addictologie, qui est vraiment complet et pratique. Pour mes mots, Drogue Info Service, ça dépend depuis 2016 de l'Agence Santé Publique France, qui agence elle-même sous tutelle du ministère de la Santé. Et pour les informations concernant les produits, je vais aussi me référer au site technoplus.org. Alors Technoplus, c'est autre chose. Ils se définissent comme une association communautaire qui a pour objectif d'informer sur les produits psychoactifs, notamment en contexte festif, et de promouvoir la réduction des risques. Alors l'acronyme, c'est RDR. Alors je reviendrai un peu plus en détail, mais RDR, réduction des risques, c'est le fait de consommer des produits en limitant les risques. Donc n'importe quel risque, sanitaire, psychologique, financier. L'idée, c'est vraiment de consommer en essayant de réduire ces risques-là au maximum. Et quand je vais parler de l'héroïne, là, dans ce passage-là, je vais évoquer des conseils de RDR un peu plus concrets pour que vous vous représentiez un peu en quoi consiste cette démarche. Bon, du coup, déjà, c'est quoi une drogue? Donc, une drogue, c'est une substance.
Sinon, on va parler de comportement, comme pour les addictions sans substance. Du coup, on va parler d'addictions comportementales, comme les addictions au sexe, aux écrans, au jogging. Oui, plus rare. Donc, je ne suis pas concerné, personnellement. Non, moi non plus. Donc une drogue, c'est une substance qui va venir, en tout cas agir, perturber notre système nerveux central. Et elle peut potentiellement créer une dépendance physique et ou psychique. Vous pouvez retrouver la définition sur le site drogue.gouv.fr, qui est le site de la MILDK, mission de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Pour ce qui est de l'héroïne, donc comme je disais, c'est l'addiction la plus présente dans le film. On voit les 3 personnages principaux qui consomment quand même régulièrement de l'héroïne. On les voit notamment s'injecter plusieurs fois. Donc l'héroïne, elle fait partie de la famille des opiacés. Elle est synthétisée à partir de la morphine. Alors la morphine est elle-même extraite du pavot. Peu importe la variété du pavot d'ailleurs, le pavot c'est une plante qui contient naturellement de l'opium. Donc l'héroïne, c'est une drogue illicite, bien sûr, elle est classée dans les stupéfiants. À quoi ça ressemble ? Alors l'héroïne peut y avoir 2 formes. La plus courante, elle est appelée brown sugar. On pourrait traduire sucre roux. C'est une poudre plutôt marron, blanc cassé. Et elle est constituée de minuscules graviers, d'où le nom sucre roux. Du coup, je pense que ça fait un peu référence à l'aspect de sucre roux. Et l'autre forme, qui est un peu moins courante parce que plus pure, ça va être une poudre blanche, voire rosée, qui est donc plus rare. Et du coup, dans le film, il me semble qu'on voit quand même plutôt de la poudre blanche. Bon, ce qui n'est pas forcément cohérent dans le sens où ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc on pourrait se dire que... Est-ce qu'ils iraient aller acheter de la poudre de super qualité, un peu plus chère, un peu plus rare, enfin voilà. Concernant les effets, alors l'héroïne, c'est une drogue qui est classée dans les dépresseurs, c'est-à-dire qu'elle vient ralentir le système nerveux central. Elle fait partie d'ailleurs, petite parenthèse, c'est la même catégorie que l'alcool, qui est aussi un dépresseur du système nerveux. L'héroïne, ça va amener une sensation de bien-être profond, ainsi qu'un état de somnolence. La personne, elle se sent vraiment apaisée, mentalement comme physiquement. D'ailleurs, physiquement, il y a un vrai ralentissement des fonctions respiratoires. Il y a d'ailleurs un risque d'overdose par rapport à ça, par rapport au risque de dépression respiratoire. Pour ce qui est des effets, on va compter entre 4 et 8 heures, alors environ. Ça dépend des gens et ça dépend de la qualité du produit. 4 à 8 heures, au-delà de 8 heures, vraiment, il y a une disparition des effets, mais il y a déjà une espèce de diminution des effets, déjà ne serait-ce qu'au bout d'1 ou 2 heures. Donc vraiment, cette espèce de bien-être profond et d'apaisement, il va être quand même relativement court. Il y a beaucoup de scènes où on voit qu'après le fixe, donc après s'être injecté, Harry est très détendu quand il en prend avec Tyrone et qu'ils écoutent de la musique en rigolant. L'héroïne, ça a vraiment provoqué un effet de passivité chez la plupart des gens. Mais chez certains, elle peut, à l'inverse, provoquer un désir d'activité. Alors, il y a cette fameuse scène créative où Marianne découpe frénétiquement des vêtements dans les magazines pour les assembler. Elle fait des collages, je crois. Bon, on ne sait pas trop. Du coup, comme c'est de la poudre blanche, on ne sait pas trop si c'est de l'héroïne ou de la cocaïne qu'elle a pris à ce moment-là. Alors, mais je crois qu'elle la sniffe, elle ne s'injecte pas, elle. Je ne sais pas si on la voit sniffer. Elle sniffe ? Je ne sais pas, on voit, c'est toujours des plans hyper courts comme ça où tu vois un billet avec de la poudre et puis la poudre qui rentre dans le billet. Donc on ne voit pas la personne qui se met le billet dans le nez. D'ailleurs, je ne sais pas si tu en parles de ça. On roule vraiment un billet quand on sniffe de la coke ou c'est juste que c'est trop stylé ? Non, je sais pas si c'est stylé parce qu'en vrai... c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ouais. En fait, la plupart des gens, déjà, je sais pas si c'est stylé de faire ça avec un billet de 5 balles, tu vois, mais dans les films, ils ont toujours des gros billets de 100 balles. Et en fait, non, je parlais de réduction des risques, mais franchement, c'est... Au niveau hygiène, sniffer à partir d'un billet, c'est horrible, quoi. Franchement, après, j'ai déjà vu des personnes sniffer avec des... Enfin, déjà entendu des personnes dire qu'ils utilisaient des tickets de caisse, ou... Enfin, c'est pareil, c'est...
Voilà, il y a des outils faits pour ça. Il y a des petits carnets pour sniffer avec des papiers propres. Ah, c'est vrai? Voilà. Ouais. Enfin, du coup, j'en parlerai peut-être après, mais quand je parlerai des carunes, mais il y a des outils de réduction des risques pour éviter de prendre des billets ou des tickets de caisse qui sont vraiment au niveau hygiène pas cool, quoi. Mais donc, on ne sait pas si c'est de la cocaïne ou de l'héroïne, mais à savoir que l'héroïne peut aussi se sniffer, même si alors le mode de consommation quand même principal, en tout cas celui qu'on voit le plus dans le film, c'est l'injection intraveineuse. Donc on va parler de fixe ou de shoot. Shot, c'est les petits verres. Shoot. Mais l'héroïne peut aussi être sniffée ou fumée. Pour l'injection, il me semble qu'on le voit à un moment dans le film, je pense que c'est montré une fois. Le produit est placé dans une cuillère avec un peu d'eau. Et du coup, on vient chauffer la cuillère par en dessous avec un briquet. Et du coup, on mélange un petit peu, enfin le produit se mélange avec l'eau. Et après, on aspire le produit qui a été chauffé dans la cuillère, normalement avec une petite seringue et un filtre coton au bout, ce qui permet de filtrer un petit peu le produit, qu'il n'y ait pas de cristaux. Attends, j'ai pas compris, le coton, tu le mets dans la cuillère? Non, il est au bout de ta seringue, en fait. Ce qui fait que quand tu aspires le produit avec la seringue, tu vois, c'est vraiment du liquide qu'il y a dans la seringue, ça filtre les bouts. D'accord, en fait. ok. Donc voilà, il me semble qu'on voit à un moment la cuillère chauffée dans le film, au moment d'une préparation de fixe. Et alors par injection, les effets sont plus rapides, plus intenses que si l'héroïne est fumée, par exemple. Et pour revenir à la réduction des risques, je voulais parler de la fin du film, en fait, parce que Harry, il est quand même dans un sale état. Enfin, plus précisément, un des bras de Harry est quand même dans un sale état, parce qu'il a vraiment un abcès hardcore. Donc je parlais des risques liés au sniff, par rapport aux billets et aux tickets de caisse. Mais il y a vraiment pas mal de risques liés à l'injection, au niveau, toujours au niveau hygiène, au niveau bactéries, transmission de maladies. Par rapport à ça, c'est vraiment bien d'avoir un matériel propre à soi, qui ne se partage pas. Parce qu'au niveau au niveau du sang, c'est vraiment bien d'avoir son matériel propre à soi. Et dans le film, alors ça c'est vraiment pas détaillé, parce que les scènes de consommation, finalement, elles sont assez réduites. On les voit acheter le produit, parfois s'injecter, parfois non. La pupille qui se dilate, entre parenthèses, tu nous expliqueras pourquoi en vrai la pupille ne se dilate pas avec l'héroïne tout à l'heure, je crois. Et en fait les scènes de consommation, elles s'arrêtent là. On sait pas trop d'où vient le matos, est-ce qu'ils se le partagent, ça on sait pas trop. Et puis surtout, on voit que Harry, il se pique souvent au même endroit. Ça craint pas mal aussi. La scène où il se pique dans son abcès, moi, franchement, j'ai du mal à regarder. Ça fait mal pour lui. C'est vrai que souvent, les consommateurs, en tout cas les injecteurs, ils changent de veine et ils changent même de zone du corps quand c'est plus possible de se piquer à un endroit. C'est d'ailleurs, il y a certaines personnes qui, malheureusement, ont plus trop de veines où se piquer, qui se piquent dans les pieds, qui se piquent, ils ont tendance à changer de zone du corps quand même. Voilà, et dernier conseil, réduction des risques, c'est important de ne pas mélanger certains produits comme l'héroïne, l'alcool et certains médicaments comme les benzodiazépines qui font tous partie de la même famille, donc des dépresseurs du système nerveux central, qui vont donc avoir le même effet parce qu'ils vont agir sur les mêmes neurorécepteurs. Et du coup, ils vont augmenter le risque d'overdose. Si on consomme des benzos, de l'alcool et de l'héroïne, le mélange est quand même risqué. Bah oui, j'imagine que le risque, c'est surtout l'arrêt cardio-respiratoire, puisque l'alcool, surtout les benzos, qui sont des myorelaxants, ça ralentit la fréquence respiratoire. Donc si tu rajoutes ça à l'héroïne, qui elle-même est dépresseur du système ventilatoire, et ça met ta vie en danger, quoi. Exactement. Comment vous sentez-vous, Madame Goldfarb? Comment je me sens? Énorme. C'est pour ça que je suis là. Oh, j'ai vu bien pire. Oh, merci. Des problèmes de vue, d'audition? Ça marche.
Le médecin va vous recevoir dans un instant. Une petite surcharge pondérale. Petite? J'ai 25 kilos que je suis prête à donner. On va s'en occuper. Pas de problème. Alors, moi, je vais vous parler de la représentation des soignants et de l'hôpital dans le film. Il y a du vrai et il y a du beaucoup moins réaliste dans la représentation des soignants. On va commencer tout de suite par notre ami le médecin, on va dire le médecin fantôme que voit Sarah lorsqu'elle va consulter pour ses problèmes de poids. Alors lui, il est quand même collector, celui-là. Je crois qu'il ne la regarde pas une seule fois de la consultation. Il rentre, il a la tête sur un espèce de dossier médical où il y a écrit des trucs, machin. Il lui dit alors on a un problème de poids. Pas d'examen clinique, pas d'anamnèse, c'est-à-dire pas d'interrogatoire. Une prescription comme ça à l'arrache, et puis merci, au revoir. La consultation dure environ 23 secondes. En théorie, ça ne devrait pas exister. En France, quand vous allez consulter pour un problème, vous êtes censé tomber sur un médecin qui écoute un peu votre problématique, vous examine un minimum et s'il doit faire une prescription, fait une prescription en conséquence. Plus vraiment, oui, quand je dis qu'il n'écoute pas la patiente, elle revient le voir à un moment donné, donc lui, il reste fixé sur le poids comment ça va, il ne cherche même pas à savoir comment va la personne. D'ailleurs, à ce moment-là, je me rappelle, c'est au milieu du film, Sarah lui dit « le poids, ça va, mais pas moi. Tout est embrouillé et confus dans ma tête. » Et là, aucune réponse, le gars a le dos tourné, il lui dit « c'est rien, ça va passer », il lui tend une ordonnance et « rendez-vous dans 8 jours, merci, au revoir ». Donc ça, c'est... Bon, évidemment, je ne sais pas quel est le message là que Darren Aronofsky veut renvoyer dans cette façon un peu arbitraire de prescrire des médicaments, en plus des amphétamines. Mais ça ne correspond pas vraiment à la réalité de ce genre de consultation et de prescription. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est l'infirmière. Elle, on a l'impression qu'elle fait correctement son travail, qu'elle fait preuve d'empathie, elle est rassurante, elle a des petites attentions envers Sarah. Bon, alors évidemment, les infirmières, elles font pas que prendre des constantes, elles font beaucoup plus que ça, on est d'accord. Mais en tout cas, dans ce côté humain de la relation, je trouve que finalement, ça, c'est assez réaliste. Autre moment où on va croiser des médecins dans le film, c'est quand Harry va aller consulter un peu malgré lui aux urgences lorsqu'il a son bras infecté. Donc là, le médecin urgentiste qui l'examine, à un moment donné, lui se rend compte qu'il est face à un junkie et là, son visage change, il prend un air un peu dégoûté, un peu méfiant et puis surtout, il ne quitte pas des yeux et il remballe discrètement des espèces de petites fioles, ou que ça doit être probablement des antalgiques injectables, où on se dit qu'il les prend parce que peut-être qu'il croit que le patient va les voler pour aller se shooter avec. Donc j'ai fait un peu de bibliographie sur la question de ces préjugés par rapport aux consommateurs de toxiques. Et finalement, les préjugés, ils rejoignent beaucoup, on retrouve un peu les mêmes pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques et les personnes qui consomment des toxiques. La revue What's Up Doc, qui est un magazine pour les jeunes médecins, avait fait un sondage en 2016 sur les préjugés en médecine. Et ils avaient recueilli le retour de 205 participants qui comprenaient des médecins, des internes et des étudiants en médecine. Et pour 78% des personnes interrogées, les alcooliques et les toxicomanes seraient les plus exposés aux préjugés du type jamais à l'heure, non observant et casse-pied. Et donc ce passage du film, qui dure en vrai quelques secondes, il relève de façon, je trouve, assez pertinente un problème qui, pour le coup, peut être une réalité en pratique médicale. Alors je ne vais pas généraliser non plus, ça reste quand même marginal. Je parle surtout donc pour les patients qui présentent, comme je disais, des troubles psychiques ou des addictions, et pour qui la méconnaissance des soignants peut conduire à une forme de discrimination dans le soin.
J'en veux pour preuve le rapport de Coldefy et Lenindre sur les disparités territoriales d'offres et d'organisation de soins en psychiatrie en France. C'est un rapport de 2014. Et ils disent dans ce rapport que la faible capacité à interpréter, analyser ou utiliser la littérature sur un sujet en santé mentale, la stigmatisation des troubles mentaux et surtout l'internalisation de cette stigmatisation chez les personnes sont des obstacles majeurs à la démarche de soins. Pour compléter sur le thème des préjugés, je vais reprendre aussi le rapport du Centre national du sida qui date de juin 2001. Dans ce rapport, il souligne 2 choses importantes. La première, c'est qu'il valide la réalité statistique selon laquelle les usagers de drogue injectables sont massivement concernés par des problèmes de comportement délinquant, mais ce rapport met aussi en évidence qu'il n'y a pas de corrélation entre consommation de toxiques et infraction. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes shooté ou défoncé avec des toxiques que c'est forcément ça qui va conduire à des comportements délinquants. Ou c'est pas quand vous êtes en manque qu'il va forcément y avoir cette corrélation. Les données sont finalement assez floues sur le sujet et le lien n'est pas si évident que ça. Je repense toujours à la scène de début de Nikita de Luc Besson, je ne sais pas si tu l'as vu, où ça commence par un braquage d'une pharmacie par des junkies qui tournent au massacre. Ça aussi, c'est une vision, je pense, un peu caricaturale de la toxicomanie. Dernier argument, mais bon, il y en a plein d'autres. Là, je vais citer Deborah Lupton, qui est une sociologue australienne, qui a pas mal écrit sur le sujet des préjugés. Elle souligne dans son livre qui s'appelle Risque, qui est sorti en 1999, que l'usage de drogue injectable est une prise de risque souvent perçue comme irresponsable, insouciante, irréfléchie, démontrant l'incapacité de l'individu à s'autoréguler. Voilà, c'est ça l'image qu'on a de quelqu'un qui consomme des toxiques. Tout ça pour dire que cette petite scène aux urgences, je trouve vraiment bien vue, souligne pas mal de choses, mais bon, voilà, il ne faut pas non plus généraliser. Tous les médecins, tous les soignants ne se comportent pas de cette manière-là. Il y a quand même une majorité de soignants qui sont quand même informés sur ce type de problématique et qui ne réagissent pas tous comme ça. Maintenant, je vais vous parler de l'hospitalisation de Sarah. Parce que Sarah aussi, elle va passer à l'hôpital et elle va aller en psychiatrie. On la voit d'ailleurs à plusieurs reprises être vue en consultation par un médecin qui, je pense, est un psychiatre, on ne sait pas trop. Ceci dit, ce médecin, il est plutôt pas mal puisqu'il informe Sarah des soins qui vont lui être fournis, mais il reste quand même assez évasif. Alors on peut comprendre qu'il ne rentre pas dans les détails parce que, vu dans l'état dans lequel est Sarah au moment où elle arrive à l'hôpital, on se doute qu'elle n'est pas vraiment en capacité d'encoder les informations qu'on va lui donner. Par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que, sachant ça, le médecin lui fait quand même signer un consentement pour la sismothérapie. C'est vrai que ça, c'est pas très cohérent. Il faut savoir qu'en France, la législation concernant le consentement aux soins a quand même beaucoup évolué depuis la loi du 4 mars 2002. C'est la loi Kouchner qui a profondément remanié le code de santé publique, en tout cas sur la question de l'information du patient et du consentement éclairé. En France, on n'aurait pas dû ni pu faire signer ce genre de document à Sarah dans l'état psychique où elle se trouve au moment où elle arrive à l'hôpital. En général, le consentement du patient, on essaye de le recueillir dès que son état de santé psychique le permet. Mais lorsqu'il y a une abolition du discernement ou des capacités à raisonner, on peut pas, le consentement n'est pas recevable, quoi. D'ailleurs, parlons de la sismothérapie. Donc ça, je ne me lasse pas d'en parler. De la sismothérapie, à chaque fois qu'on la montre dans des films, c'est toujours abominable. Donc je me répète à nouveau. Là, évidemment, la sismothérapie, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Les patients sont anesthésiés, ça dure quelques minutes, c'est pas très long. Ils sont même curarisés, c'est-à-dire qu'on leur injecte un produit qui, en quelque sorte, paralyse les muscles pour éviter qu'ils se blessent au moment de la crise convulsive qui est provoquée artificiellement par le choc électrique. Petit détail aussi, c'est important, mais l'opérateur qui applique les électrodes sur la tête de Sarah n'utilise pas de gel conducteur. C'est un petit peu embêtant parce que je ne vois pas comment le courant il peut passer entre
entre les palettes et la peau et le cerveau de Sarah s'il n'y a pas de produit conducteur entre les deux. Alors bon, le choc peut se faire, hein, mais probablement pas dans les paramètres qui sont prévus au départ par la machine. Donc voilà, Requiem for a Dream ne fait pas exception. Les électrochocs sont bel et bien présentés comme une torture. La patiente bien réveillée, craque, on lui met du courant électrique violemment. En plus, il y a des espèces d'étincelles en arrière-plan, vraiment pour souligner que voilà, on l'électrocute, quoi. Voilà, elle prend cher. Donc c'est pas du tout comme ça. Voilà, c'est ça, c'est vraiment... Alors pareil, la contention, parlons-en de la contention. Hein, on n'attache pas des patients à leur lit pour leur mettre de la nourriture dans la bouche. En plus, même si je me rappelle bien, à un moment donné, il y a un aide-soignant qui va même jusqu'à obstruer les voies respiratoires de Sarah pour l'obliger à avaler. Donc ça, dans la vraie vie, c'est criminel, hein, c'est une faute grave, voire limite une tentative de meurtre, hein, parce que ça risque de provoquer une asphyxie ou une fausse route. Donc voilà, on fait jamais ça pour obliger les patients à manger. Hein. Par contre, ce qui est bien vu, c'est l'utilisation de la sonde nasogastrique pour nutrir un patient. Ça, c'est quelque chose auquel on a recours. C'est une méthode qui est quand même un peu plus conforme à la réalité que le gavage forcé avec les mains fortement attachées au brancard ou au lit, quoi. Hein. Enfin bon, pour finir avec cette histoire de contention en psychiatrie, je vous invite, si vous voulez des informations fiables sur la façon dont ça se pratique, de vous référer aux recommandations que la Haute Autorité de Santé a publiées en février 2017. C'est facile, hein, vous cherchez sur Google recommandations Haute Autorité de Santé, contention en psychiatrie, et vous verrez que la contention, c'est pas du tout une décision qui est prise à la légère, qu'il y a des protocoles stricts et surtout c'est une prescription médicale qui est très réglementée. Hein. Et c'est en aucun cas une mesure prise par des infirmiers ou des aides-soignants et sûrement pas un acte punitif ou facilitateur de soins. Voilà, et puis je vais terminer sur la scène d'amputation d'Harry, parce que ça c'est quand même bien marrant. Il faut qu'on en parle. Donc déjà, l'infection du bras de Harry, elle est vraiment hyper exagérée, elle est vraiment dégueulasse. Quand on arrive à ce point de gangrène du bras, c'est qu'à un moment donné, tu as sauté des étapes, quoi, parce que c'est juste pas possible. Hein. Alors, par contre, c'est vrai, c'est tout à fait vrai d'avoir des infections des tissus sous-cutanés avec comme porte d'entrée bactérienne le point d'injection. Ça, en général, on voit ce qu'on appelle des cellulites du bras. Il peut y avoir aussi des complications comme des thromboses veineuses, voire des complications plus profondes au niveau du cœur qui s'appellent les endocardites, qui sont des infections des valves du cœur, qui sont d'une manière générale consécutive à ce qu'on appelle une septicémie, c'est-à-dire que la bactérie passe dans la circulation sanguine et à un moment donné, le sang il passe par le cœur et la bactérie elle s'arrête sur les valves cardiaques, elle fait une infection à ce moment-là, c'est ça l'endocardite. Donc là, oui, Harry, il est à un stade hyper avancé hein, de gangrène. Donc la gangrène, c'est à la fois une ischémie et une surinfection bactérienne avec des bactéries très particulières hein, qui vont se nourrir de la chair pourrie, quoi. Donc c'est vraiment c'est hyper douloureux. Et puis en général, c'est accompagné de signes septiques vraiment majeurs. Et donc là, le médecin, il décide directement d'amputer le bras. Voilà, on n'essaie même pas une petite antibiothérapie, on n'essaie pas d'essayer de revasculariser au bloc opératoire. Direct, on ampute. Alors, c'est montré très rapidement, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais bon, je pense que même mon boucher, il travaille plus proprement. Hein. Là, on voit une scie circulaire qui tranche le bras, apparemment ça se fait sur le brancard. Il y a même du sang qui gicle dans le visage d'Harry. Enfin bon, c'est le cauchemar intégral. Voilà, donc bon, je pense que ça, vous n'avez pas besoin d'avoir fait médecine pour comprendre que c'est n'importe quoi. L'amputation, ça se fait, hein, évidemment, mais c'est un geste chirurgical. Ça se fait au bloc opératoire, sous asepsie. Il ne s'agit pas juste de mettre un coup de scie circulaire. Voilà, il faut disséquer la peau, les tissus sous-cutanés, il y a des muscles, des vaisseaux, des nerfs, tout ça, avant d'arriver à l'os et de couper l'os. Et en plus, il faut prévoir de quoi faire un lambeau pour que ça puisse cicatriser. Enfin bon, c'est pas du tout
c'est pas du tout de la médecine façon guerre de 14-18, quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À l'amputation d'Harry, là, c'est le cauchemar intégral. Maman, tu prends des amphètes? Quoi? Des amphétamines. Tu prends des coupes-fins, c'est ça? Je t'ai dit que je voyais un spécialiste. Mais c'est bien ce que je dis. Tu vois un toubib qui te prescrit du speed, c'est ça? Enfin, Harry, je vois tout simplement un médecin. Mais qu'est-ce qu'il te donne, maman? Il te donne des comprimés? Bien sûr qu'il me donne des comprimés, c'est un médecin. Mais quel genre de comprimés? Des comprimés bleus, des violets, des oranges. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a dedans, maman. Oh, Harry, je m'appelle Sarah Goldfarb, pas Albert Einstein. Comment veux-tu que je sache ce qu'il y a dedans? Et après les avoir pris, est-ce que tu te sens énergique? Est-ce que ça te file la pêche? Oui. Un peu. Un peu? Mais je t'entends grincer des dents d'ici, maman. Oui, peut-être, mais ça s'arrête la nuit. La nuit? Oui, quand je prends le comprimé vert. Je m'endors en 30 minutes. Pouf, comme ça. Maman, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Crois-moi, c'est pas bon, ces trucs-là. Mais comment ça, c'est pas bon? J'ai perdu 12 kilos. Tu parles, et alors? Tu veux peut-être être une droguée? Tu veux flinguer ta santé? Qu'est-ce que tu racontes, une droguée, moi? Mais est-ce que tu me vois baver ou trembler? C'est un excellent médecin. Non, pas excellent, mais très dangereux. Et depuis quand tu t'y connais en médecine, hein? Comment ça se fait que tu connaisses mieux la médecine qu'un médecin? C'est à toi, là, tu vas nous parler des amphétamines. Je te laisse la parole. Oui, c'est ce que j'allais dire, j'allais vous parler des amphétamines. Donc après l'héroïne, les amphétamines. Donc les amphétamines, ça concerne la mère d'Harry, qui est prénommée Sarah. On va la voir s'enfoncer progressivement tout au long du film dans une dépendance sévère, ainsi que une folie que tu as déjà évoquée. Les amphétamines, du coup, c'est une famille de substances stimulantes. Contrairement à l'héroïne, du coup, on était dans la famille des dépresseurs. Là, c'est des produits qui vont venir stimuler le système nerveux central. Les amphétamines, ce sont des produits de synthèse, donc des molécules synthétiques fabriquées en labo, contrairement à l'héroïne qui à la base vient du pavot, qui est donc un produit naturel. Il y a vraiment un fort potentiel addictif des amphétamines. Petite parenthèse historique, parce que du coup j'ai découvert ça en faisant des recherches, je ne savais pas forcément. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les amphétamines étaient vraiment assez fréquemment utilisées par les soldats pour tenir jusqu'à la fin du conflit. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu vraiment une expansion du développement mondial de l'usage des amphétamines. En France, en fait, elles étaient assez peu chères et en vente libre jusqu'en juin 1955, quand même. Ça, j'ai trouvé l'info dans l'article de Patrick Laure et ses collègues, qui date de 1999. Aspect et mode de conso des amphètes. Alors, on peut en trouver sous forme de poudre, de cristaux ou de comprimés. Le mode de consommation le plus courant, c'est le sniff. Les gens vont écraser un petit peu les comprimés, soit ça va être directement de la poudre, donc ça va être par voie nasale. Sachant que les amphétamines, elles peuvent aussi être inhalées. Alors honnêtement, j'ai rarement entendu ça, je pense que c'est vraiment moins courant. Les cristaux d'amphétamines, ils vont être chauffés, et donc les vapeurs vont être inhalées par la personne. Ou on peut aussi ingérer les amphétamines, donc comme Sarah dans le film, qui prend ses comprimés avec de l'eau. L'injection, elle n'est pas très courante pour les amphétamines. Après, ça reste possible, mais c'est très marginal. Donc voilà, le mode de conso le plus courant, c'est le sniff. Et les contextes les plus fréquents, contextes de consommation les plus fréquents, ça va être en milieu festif. Comment on appelle ça? Ça se dit plus techno-party. En rave. Technival, merci. Qui, a priori, qui se font toujours. Ou milieu sportif aussi, mine de rien. Pourquoi ? Parce que les effets des amphétamines, les effets les plus fréquents, c'est cette sensation de puissance, confiance en soi, augmentation de la production de travail, diminution de la fatigue et de l'appétit. Donc en termes de performance, ça peut être intéressant. Les effets, ils sont variables. Comme je disais, pour tous les produits, ça va dépendre de la qualité de la drogue, de la tolérance ou non de l'usager, c'est-à-dire est-ce qu'il a l'habitude d'en consommer ou pas, du mode de consommation, de l'état de santé physique et mental de la personne. Mais donc ces effets, ils vont être présents entre 4 et 12 heures.
Quand les amphétamines sont sniffées, la montée est assez rapide. On peut ressentir les effets déjà au bout de quelques minutes. Et quand elles sont ingérées, la montée est un peu plus lente et plus progressive de par le processus digestif et processus d'absorption. Donc il y a vraiment 3 grands effets principaux au niveau des amphètes. L'effet psychostimulant, donc c'est le fait d'avoir beaucoup d'idées, un flux de pensée accéléré, une certaine euphorie intellectuelle. Il va y avoir ensuite l'effet hallucinogène, donc comme son nom l'indique, qui va vous créer des hallucinations auditives ou visuelles. Et l'effet anorexigène, donc c'est vraiment l'effet coupe-faim, ce pourquoi Sarah les prend à la base, puisqu'elle a cet objectif de perdre beaucoup de poids pour rentrer dans sa robe rouge, mais elle n'arrive pas à faire de régime adapté. Donc après cette phase d'activité un peu euphorique dans le début de la prise, il y a quand même une phase de descente assez désagréable qui peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, où la personne est abattue, sensation de vide, fatigue, tristesse, troubles du sommeil aussi. Donc cette phase de descente, les patients, de ce qu'ils en disent, elle est quand même assez désagréable, assez inconfortable. Pour ce qui est des effets secondaires des amphétamines, on va trouver principalement des crises d'angoisse, des contractions des muscles des mâchoires, des grincements de dents. On le voit bien d'ailleurs dans la scène où Harry vient rendre visite à sa mère. Ils sont assis à table et il entend le grincement des dents de Sarah. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que ça le fait tiquer. Il se rend compte de son état. Il découvre à ce moment-là qu'elle prend des amphètes. Et comme autre effet secondaire, donc il y a les insomnies, l'agitation excessive. Ça aussi c'est bien montré. Sarah, elle tourne en rond dans l'appart, dans son salon. Elle dort plus. Elle fait plein de trucs. Elle range sa maison. Elle est très agitée. Et il y a peut aussi y avoir de l'irritabilité et de l'agressivité plutôt dans les phases de descente, du coup. Au niveau des risques, donc, il y a un état d'épuisement général. Forcément, à force, ça commence à tirer un peu sur le système général. Des troubles du rythme cardiaque, troubles digestifs, hypertension. Je ne vais pas tous les faire parce qu'en vrai, la liste, elle est longue. Mais donc, j'aimerais parler un peu plus précisément des troubles psychiatriques qui peuvent être engendrés par une consommation trop importante de ces toxiques. Il peut y avoir de la paranoïa, un délire de persécution, des dépressions graves, des hallucinations. Et tout ça, ça peut un peu se regrouper dans un trouble qu'on va appeler la psychose amphétaminique. Donc, la psychose amphétaminique, c'est une forme de psychose qui est liée à une overdose de ces produits stimulants. Dans le DSM-5, on va parler de troubles psychotiques induits par une substance ou un traitement. Donc ce trouble, qui est une catégorie plus large du coup, donc, qui n'est pas réducteur aux amphétamines, ce trouble peut être provoqué par le surdosage ou l'usage excessif à long terme de différentes substances. Donc ça peut être l'alcool, ça peut être les amphétamines, le cannabis, la cocaïne. Mais donc la spécificité, c'est que ce trouble psychotique, il est vraiment induit par les substances. Dans le cadre de la psychose amphétaminique, il va être induit par les amphétamines et il peut durer jusqu'à plusieurs semaines quand même, ce trouble-là. Donc le terme induit, ça signifie vraiment que la consommation, elle est en lien avec l'apparition de ce trouble. Sarah, elle semble souffrir de cette forme de psychose dans le film. Elle va être hospitalisée d'urgence en psychiatrie parce qu'elle est vraiment en proie à des délires et des hallucinations, et donc une grande agitation, comme on disait. Ces hallucinations, elles sont auditives et visuelles. On voit qu'elles sont souvent en lien avec les personnalités de son émission de télé, où elle souhaite aller. C'est des personnalités qui apparaissent dans son salon, qui viennent rigoler d'elle, qui la jugent. Plus au début du film, il y a aussi les bruits du frigo qui semblent bouger tout seul et prêts à l'attaquer. En tout cas, à la fin du film, on voit qu'elle n'est plus du tout capable d'avoir un recul et une lucidité sur ce qu'il se passe et ce qu'elle fait. Avant ça, comme tu disais, elle essaye quand même de retourner voir le médecin pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'elle se sent pas très bien, mais en fait, elle continue à s'enfoncer dans la dépendance et voilà, elle perd progressivement ses capacités de discernement, en fait. Parce qu'on voit qu'elle enchaîne les comprimés toute la journée, elle en prend parfois plusieurs d'un coup, donc il y a vraiment cette notion de trouble psychotique induit qui je trouve, est assez bien représentée, assez bien mis en scène.
avant la consommation régulière d'amphétamine, c'est vrai que chez Sarah, on n'a pas constaté de problème psychologique particulier, en tout cas pas du tout de cet ordre-là, hein, pas du tout de symptômes psychotiques. Donc on peut imaginer qu'une fois qu'elle sera sevrée des amphètes, elle ne souffrira plus de ces symptômes psychotiques délirants. D'ailleurs, à la fin, quand elle est internée, on la voit, les cheveux courts, quand elle est assez abattue sur son... Elle est en fauteuil roulant, je crois. Elle est abattue, mais elle ne semble plus agitée ni délirante. Voilà. Oui, donc après, on imagine qu'en plus, elle a dû recevoir des médicaments psychotropes. Elle sort de plusieurs cures de sismothérapie. Donc on imagine que ça, quelque part, ça a un peu altéré son état. Où t'étais passé? Où est-ce que j'étais à ton avis? Où est la dope? Bah, on a eu un petit problème. Tout se passait plutôt bien quand un connard de Tox a... A fait quoi? Un connard de Tox, ça fait quoi? Tu veux dire que t'as merdé à mort, c'est ça? Ça va pas, tu pètes les plombs là. Tu m'avais promis que tout se passerait comme sur des roulettes, tu te rappelles? J'ai baisé ce gros dégueulasse pour toi, je me suis fait traiter comme une chienne pour toi. Il y en a nulle part. Rien à foutre, connard! Espèce de minable de merde! Tu veux un super plan pour être sûr d'en avoir? Ty m'a parlé d'un mec qui en a de la bonne. Mais il la vend pas! Allô? Salut Ty, fais-moi le numéro de ce mec. Quel mec? Celui qui aime les gonzesses. Victime? Pourquoi? Donne-moi ce putain de numéro, bordel de merde! D'accord, 934 87 77. Putain, puisque tu tiens tellement... Tiens, arrange-toi directement avec ce mec, tu seras plus obligé d'attendre comme ça. Et moi, j'aurais plus à me geler les couilles dans ces putains de rues. Alors, moi, je vais vous parler de la représentation des toxicomanes dans le film. Et je me suis inspiré de la revue Psychotrope, et notamment d'un article qui s'appelle « Les usages de l'héroïne en France chez les consommateurs initiés à partir de 1996 ». Un article qui est paru en 2003. Alors, sachez que l'âge moyen d'initiation à la cocaïne est de 20 ans. Donc, c'est assez cohérent avec l'âge des personnages dans le film. Généralement, les personnages ont déjà consommé d'autres toxiques avant d'en arriver à l'héroïne. Dans le film, l'usage d'autres produits n'est pas très bien explicité, à part peut-être une consommation de cocaïne. On en parlait tout à l'heure, on n'est pas sûr de si Marianne, elle sniffe de l'héro ou de la coke. Le cannabis, on le voit vite fait. Je crois qu'on voit Harry qui fume un joint à un moment donné, puis c'est suivi d'un épisode hallucinatoire où il voit Marion sur une jetée. À ma connaissance, le cannabis, ça donne pas ce genre d'expérience, mais bon. Voilà, c'est un petit côté onirique qui, je pense, illustre bien le fait qu'il est en train de planer, quoi. La consommation d'héroïne peut avoir lieu dans un contexte festif. Elle est habituellement utilisée conjointement avec d'autres drogues que les gens ont déjà expérimentées. La première consommation, elle a souvent lieu dans un lieu privé avec des gens connus, souvent des amis proches. C'est montré brièvement dans le film lors d'une scène de fête entre amis qui est passée en accéléré. Alors on voit pas de shoot, on voit juste les gens qui fument du cannabis a priori, mais il y a ce côté festif, on se réunit pour profiter ensemble des produits, quoi. La plupart du temps, donc après la phase d'euphorie, tu le disais, il y a une phase de somnolence assez prolongée. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais ça me paraît pas très crédible, ça, dans le film. Quand on les voit à un moment donné, ils se shootent, et après, on a l'impression qu'il y a quelques heures qui s'est écoulé, à peine, et ils sont tranquilles, peinards, accoudés à un comptoir, en train de manger une glace dans un magasin du coin. Je suis pas sûr, moi. Enfin, je suis pas, moi, de patients qui sont dépendants à l'héroïne, mais à mon avis, je suis pas convaincu que quand tu te lances dans ce genre d'expérience avec le produit, tu sois frais et dispo dans les heures qui suivent pour aller te taper une glace, quoi. Je sais pas, c'est vrai que la temporalité dans le film, on se rend pas trop compte. Après, on peut se dire que par rapport à la durée des effets que j'expliquais, je sais pas, s'ils consomment en début d'après, mais qu'on est le soir, en vrai, c'est possible.
Mais comme on a l'impression que c'est hyper rapproché, on a l'impression qu'ils enchaînent un peu, enfin qu'ils se remettent vite, quoi. Alors, petit détail, mais important quand même, tu en as parlé tout à l'heure, il y a ce problème du gros plan récurrent sur les pupilles qui se dilatent pour illustrer la consommation d'héroïne. Bon, ça, Darren Aronofsky s'est quand même pas mal fait reprendre par rapport à ça, donc on va pas en rajouter. La consommation d'opioïdes, ça provoque plutôt un myosis, c'est-à-dire un rétrécissement de la pupille qui est dû à une activation du système nerveux parasympathique. La mydriase, c'est-à-dire la dilatation de la pupille qu'on voit dans le film, elle est plutôt présente lors des états de manque. Enfin, il y a une bonne partie du film qui s'attarde sur le fait que Harry et Tyrone vont faire du trafic de drogue dans leur quartier pour gagner leur vie et financer leur propre consommation. Alors, j'ai pas trouvé d'études sur le sujet. Par contre, j'ai des témoignages de certains patients, principalement des consommateurs de cannabis, à qui ça arrive ou c'est déjà arrivé de revendre le produit pour pouvoir se payer soit de quoi manger, soit de quoi fumer. Après, les gros dealers, en général, ils consomment pas ce qu'ils vendent, parce que, ils n'ont pas envie de devenir dépendants comme leurs clients, et petit 2, ça serait aussi un manque à gagner pour eux. Je sais pas si toi, tu as des histoires comme ça de patients qui achètent, revendent, font du business autour des produits qu'ils utilisent habituellement. Oui, enfin pour le coup, c'est pas un cliché. Les gros dealers, en général, ils consomment pas. Après, les petits, moyens dealers, bon, ils prennent pour leur conso perso. Mais les gros dealers, ils touchent pas à ça en fait. C'est des businessmen. Du coup, je voulais enchaîner sur certaines scènes du film qui, je trouve, illustraient plutôt pas mal certains critères du trouble de l'usage. Trouble de l'usage qui fait partie du DSM-5, que j'ai déjà détaillé, il me semble aussi, dans Drunk, donc je ne vais pas forcément y revenir. Le premier critère qui était pas mal représenté, c'est que la substance est consommée en plus grande quantité ou sur plus de temps que ce que la personne avait envisagé à la base. Donc il y a plusieurs scènes qui illustrent ça, notamment la scène où Harry et Tyrone ont réussi à acheter de la très bonne cam. Donc en début de soirée, donc même avant que la soirée commence, Harry dit à Tyrone qu'il ne faut surtout pas y toucher, qu'ils peuvent enfin se faire un vrai business pour une fois, donc c'est-à-dire la revendre plus cher, mais pour ça, ils ne doivent pas la consommer. Finalement, Harry se laisse convaincre assez facilement par Tyrone, qui lui dit quand même il faut goûter ce qu'on propose, et au final, ils goûtent la cam, et donc ils passent sûrement leur soirée à consommer, puisqu'il n'y a pas de revente derrière. Autre scène qui illustre bien ça, le fait de finalement se laisser déborder par ses pulsions de ne pas gérer les consos. C'est la scène où Harry et Marianne sont super mal, ils sont en manque la nuit, ils sont en sueur, ils sont agités, hyper nerveux, et Marianne propose à Harry de consommer le peu qu'il leur reste pour se sentir mieux du coup. Ils devaient attendre demain pour consommer cette dose, parce qu'ils avaient réduit leur fréquence de conso pour pouvoir tenir. Et en fait, voilà, ils craquent et ils consomment la nuit, et donc le lendemain, ils sont super mal parce qu'il leur reste plus rien. Une autre critère du trouble de l'usage, le craving, l'envie irrépressible de consommer. Ça, je trouve que c'était illustré notamment par la scène où Harry et Marianne sont au bord de l'eau. Ils sont sur des rochers, je crois. Et l'un des deux a envie de consommer. L'autre dit, quand même, il est tôt, on devrait attendre ce soir. Et en fait, ils se font un fixe quand même, ils n'attendent pas ce soir. Ça, c'est vraiment une partie importante de l'accompagnement en addictologie, le fait de réussir à différer le craving, enfin l'envie de consommer. Même si c'est de un quart d'heure, en fait, c'est déjà ça, parce que c'est vraiment tellement compliqué à gérer. C'est tellement, quand on dit envie irrépressible, c'est pas juste des mots, quoi. C'est vraiment quelque chose de très très puissant. Donc nous, dans nos accompagnements, on va essayer de mettre en place des stratégies, des alternatives ou des stratégies de diversion, en fait, pour réussir soit à résister à ce craving-là, ou en tout cas au moins le différer. Un autre critère du trouble de l'usage, ça va être la tolérance. Donc là, on peut parler de la scène où Sarah
retourne voir son médecin en lui disant qu'elle prend bien son traitement, comme d'habitude, tous les jours, mais qu'elle ne ressent plus les effets comme avant. Et donc, comme elle ne ressent plus les effets comme avant, ce qui se passe, c'est qu'elle finit par augmenter les doses pour ressentir l'effet désiré. Et puis, elle rentre dans l'engrenage de devoir en prendre toujours plus et toujours plus. Ensuite, on va avoir le sevrage, donc, qui va être illustré par les symptômes de manque. Donc, il y a plusieurs scènes où on les voit être en manque du produit, notamment quand Harry et Tyrone reviennent de la vente qui se passe dans un espèce de garage d'entrepôt, là, à laquelle ils n'ont rien pu acheter à cause de quelqu'un qui tire un coup de feu, bref. Quand ils reviennent dans l'appart, en fait, Marianne, elle est en pleine crise, elle s'énerve, elle les insulte, elle est sur les nerfs à fond. Donc là, on voit bien qu'elle est vraiment en manque, elle est très irritable. Et il y a aussi la scène dont j'ai déjà parlé la nuit avec Marianne et Harry, où on voit qu'ils transpirent. Ils semblent vraiment ne pas se sentir bien du tout physiquement. Ensuite, va y avoir, donc je suis toujours sur les critères du trouble de l'usage, l'abandon ou la réduction d'activité au profit des consommations. On voit qu'au début du film, il y avait quand même ce projet pour Marianne de magasin, d'ouvrir son magasin de vêtements pour créer ses fringues. Rapidement, c'est un projet qui est laissé tomber. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de projet de stylisme pour elle. Et Harry, au niveau de ses relations familiales, finalement, assez rapidement, il délaisse un petit peu sa mère, il prend plus le temps d'aller la voir parce qu'il est, il est beaucoup occupé par ses consos et le fait d'en trouver et d'en consommer. Enfin, il y a la poursuite des consommations malgré les conséquences négatives. Le fait que Harry continue à consommer, à s'injecter dans son abcès, la prostitution pour Marianne, la dégradation psychologique avec des hallucinations pour Sarah. Il y a quand même, comme tu disais au tout début, le curseur il est vraiment placé à l'extrême dans ce film. Mais malgré toutes ces conséquences négatives-là, tous les protagonistes continuent de consommer en fait. Ça, dans la réalité, on dit souvent que il y a toujours une balance finalement entre les bénéfices des consommations et les inconvénients. Et on dit souvent en addictologie que quand la balance penche un peu plus du côté des inconvénients, donc des conséquences négatives des consommations, c'est à partir de ce moment-là que la personne se pose des questions et potentiellement rentre dans les processus de soins, ce qui n'est pas le cas dans le film, du coup. Voilà. Et un autre point que je trouvais intéressant de souligner, même s'il ne s'agit pas d'un critère du trouble de l'usage, c'est la mise en image de la suppression des émotions négatives par les consommations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui font le lien entre leur consommation et la régulation de certaines émotions, notamment les émotions négatives. Il y a la scène quand Marianne est dans la salle de bain, elle est devant son miroir. Elle est nue, je crois, d'ailleurs. Elle est vraiment abattue devant son miroir, la tête baissée. Et on voit qu'il y a une image de fixe, donc elle consomme. Et juste après, elle relève la tête, elle s'étire, elle sourit. Physiquement, le avant-après, il est assez parlant. Pareil, dans la scène où Harry revient de chez sa mère, il est dans le taxi. Et il a découvert que sa mère se droguait, donc il se met à pleurer. Et pareil, une image de fixe, donc on imagine qu'il consomme dans le taxi. Et tout de suite après, il ne pleure plus, il a un visage super calme, neutre, détendu. Enfin là aussi, le avant-après, il s'enchaîne, donc il est vraiment criant. Et il y a aussi la scène où Marianne est partie en rendez-vous avec son thérapeute... dégueulasse d'ailleurs, Arnold, pour essayer de lui soutirer de l'argent. Enfin, clairement, elle se prostitue à ce moment-là. Et donc, Harry l'attend à la maison, et Harry est assailli d'images de scènes où Marianne doit coucher avec Arnold pour avoir de l'argent. On voit qu'il consomme, il y a l'image du fixe, et les images disparaissent, et il est juste en mode zombie devant la télé. Donc ces mises en scène-là, je trouve qu'elles sont super intéressantes parce que, alors encore une fois, c'est très exagéré, c'est peut-être pas aussi radical dans la vraie vie, mais ce phénomène de supprimer les émotions négatives par les consommations, c'est vraiment un truc récurrent et hyper important en addictologie. Madame Goldfarb,
Ça va? Écoutez, Madame Goldfarb, nous avons essayé plusieurs traitements qui, hélas, ne semblent avoir aucun effet sur vous. Je pense que nous sommes arrivés à un stade où nous pourrions recourir à d'autres méthodes. Nous avons obtenu d'excellents résultats avec les électrochocs il y a quelque temps. Alors si vous voulez bien me faire une petite signature ici, nous pourrons y aller. Bien, et ben maintenant qu'on a fait le tour, on va vous donner rapidement notre avis sur le film. Je vais commencer. Le sujet donc abordé par Requiem for a Dream est certes grave, mais moi j'ai pas trouvé le film si malaisant que ça au final. Il a le mérite d'ouvrir le débat sur les consommations de toxiques, même si certaines scènes sont peu réalistes, ça on est d'accord. Je pense entre autres à l'infection du bras d'Harry et de sa gangrène qui finit en amputation, ça c'est c'est le pompon. Moi ce qui m'a mis le plus mal à l'aise c'est l'ambiance sonore. C'est la musique, l'alternance du morceau de violon là, de Lux Aeterna et des scènes, une scène sur deux avec une musique toute calme qui dure 2-3 notes de synthé comme ça qui se répètent. Ça par contre c'est ça qui m'a mis pas trop à l'aise. Darren Aronofsky voulait, je pense, tellement dramatiser la situation de ces personnages à la fin que finalement on se demande si le propos perd pas un peu en crédibilité. Mais bon, je regrette surtout que le film, moi, il se questionne pas sur les raisons pour lesquelles les personnages ont sombré dans la toxicomanie. Marianne, on a l'impression à un moment donné que, c'est suggéré ou c'est dit très vite qu'elle a des gros problèmes familiaux. Et manifestement, donc elle fait une thérapie, mais on n'en sait pas plus que ça. Pareil pour la solitude de Sarah face à finalement la dislocation de sa cellule familiale. Ça aussi, c'est présenté comme ça de manière très évasive. Le sujet, il semble être suggéré dans la scène où justement elle regarde une photo où elle est là avec son mari qui est mort et avec Harry, ils sont tous les trois sur la photo. Et elle regarde ça avec beaucoup de tristesse. On sent à ce moment-là que cette femme-là, elle est seule et qu'elle est fragilisée. Et puis alors le pire, c'est Tyrone. Alors Tyrone, lui, on ne sait pas grand-chose sur lui. On sait qu'il a une copine. Voilà, on la voit de temps en temps, mais on ne connaît rien sur la vie de ce gars. On ne sait pas comment il en est arrivé là. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés avec Harry. Voilà, je trouve ça dommage. Alors après, c'est pas forcément peut-être ce qu'il voulait dire. Une fois encore, je sais pas si c'est quelque chose qui est évoqué dans le bouquin, Retour à Brooklyn. Tu l'as lu ou pas, toi ? Oui, je l'ai lu et du coup, je crois que je l'avais mis dans une recommandation d'un épisode précédent, d'ailleurs, ce livre. Il n'y a pas du tout de plus de détails dans le livre, en fait. C'est vraiment, le livre est aussi centré sur les consommations et les trois protagonistes et il n'y a pas du tout... je crois que j'allais en parler après, mais ça s'arrête là, en fait. Il n'y a pas de personnages secondaires, il n'y a pas d'annexe, il n'y a pas d'éléments explicatifs sur leur vie ou leur parcours de vie. Ok, en tout cas, moi j'aurais aimé aussi que le film il parle de la multitude des drogues qui existent. Finalement, là, on est surtout concentré sur l'héroïne. Mais bon, après, tu es mieux placé que moi pour le savoir, Laetitia. Il y a des nouvelles drogues qui sortent régulièrement. C'est pas toujours facile d'ailleurs de s'y retrouver entre la 3-MMC, scaline, proscaline, Nova, Pandora. Il y a des noms marrants. Hein. Divination, Solaris, N-Bomb. Benzofurie, Chaperon, ça te parle tout ça? Parce que moi, ça m'a fait... Il y a une quantité impressionnante de produits qui existent. Bon, enfin voilà, moi j'aurais aimé quand même qu'il y ait une petite lueur d'espoir ou au moins un message positif à un moment donné, quoi, sans que ça soit vraiment le saut dans le vide. Voilà, au sens propre et au sens figuré d'ailleurs, parce que je crois qu'à un moment, il y a une scène où, juste après l'amputation d'Harry, où il fait un cauchemar, où il tombe dans le vide. Et puis il touche le fond en fait. Voilà. C'est quand même bien, ça aurait été bien de montrer que c'est quand même possible de s'en sortir, tu vois, et que c'est juste la consommation de toxiques conduit inévitablement à la mort ou la déchéance, quoi. Bon, enfin, ça reste un film que quand même je recommanderais, mais pour son côté éducatif, mais quand même à la condition que le message qu'il délivre soit quand même interprété, encadré et pas seulement pris au premier degré. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de montrer le film, il faut ensuite pouvoir faire un peu comme on fait là, expliciter les choses
pour justement que le message soit pas pris au premier degré par les gens qui regardent le film. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Bah alors, contrairement à toi, et pourtant j'adore ce film, parce que je trouve qu'il met toujours une sacrée claque, mais je le trouve toujours aussi malaisant. Je tourne encore la tête, parce que oui, je suis sensible. Quand il s'agit des scènes de prostitution avec Marianne, ou quand Harry se pique dans son abcès, là, c'est vraiment oui, comme tu dis, la déchéance pure, ça me glace le sang. Donc tout le monde s'enfonce dans les ténèbres les plus obscures, la folie, la prison, la prostitution, la mort. Waouh! Alors, moi qui travaille en addictologie, je sais que ce n'est pas aussi caricatural que ça et que la plupart des gens ne vont pas si mal, travaillent, ont une famille, tout ça. Mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout les produits et qui a des représentations sur les addictions, bah putain, ça fait flipper, quoi. Enfin, tu peux être sûr que jamais plus tu prendras un cachet ou tu fumeras un joint sans avoir la musique de l'angoisse dans la tête. Donc, non, plus sérieusement, le film dépeint un contexte particulier aussi aux États-Unis. Ça se passe dans les années 80. À cette époque-là, il y a un fort usage répandu de cocaïne et d'héroïne, d'autant plus dans des milieux un peu précaires. Voilà, comme tu dis, il y a peu de détails sur leur parcours de vie, sur leurs individualités en fait. On est juste focus sur leur solitude respective et leur consommation. Ce que j'aime moi aussi, c'est l'ambiance du film, cette espèce de violence sous-jacente, le côté brut des personnages. Ils sont quand même attachants. Et du coup, je trouve que c'est encore plus dur parce que malheureusement, tu assistes à ce cercle vicieux dans lequel ils sont tous pris. Comme je disais, le film il est assez fidèle au livre. Il y a aussi cette ambiance badante dans le livre. Et comme je disais, il n'y a pas d'éléments non plus sur les vies des personnages. Il y a vraiment que le trio. Et sinon, la musique est évidemment incroyable. Elle participe beaucoup à l'ambiance glauque et un peu fataliste. Et sinon, je pense qu'il n'y avait pas encore, à l'époque, en fait, les nouvelles drogues dont tu parles, parce que le livre a été écrit en 78. Donc, par exemple, les catinones, qui sont des produits de synthèse aussi, qui ont les mêmes effets que les amphétamines ou la cocaïne, elles sont vraiment présentes sur le marché depuis les années 2000, en tout cas chez nous en Europe. Donc je pense juste que ces drogues de synthèse, elles n'étaient pas encore trop d'actualité. Allô? Marianne. Harry? Marianne. J'ai pas arrêté de penser à toi. Ça va bien? Tu reviens quand? Bientôt. Mais quand? Bientôt. Ça va, s'il tient le coup. Harry? Est-ce que tu peux venir aujourd'hui? Oui. Je vais venir. Je rentre aujourd'hui. Tu m'attends, d'accord? D'accord, Harry. Je reviens, Marianne. Oui. Marianne, Oui. je te demande pardon. Oui, je sais. Bien, on va terminer par nos recommandations. Moi, je vais commencer par... Alors, j'en ai peut-être déjà parlé, mais c'est pas grave, je vais me répéter parce que je trouve que ça va quand même bien avec le sujet. C'est le roman de Philippe Cadic qui s'appelle Substance Mort, un roman qui a d'ailleurs été adapté au cinéma par Richard Linklater sous le nom Scanner Darkly, qui est en fait le nom original de la nouvelle de Philippe Cadic. C'est un film avec Keanu Reeves, Robert Downey Jr. et Woody Harrelson et Winona Ryder.
La particularité de ce film, c'est qu'il a été tourné en rotoscopie, c'est-à-dire que les personnages ont été filmés et que sur le film a été, ça a été redessiné par-dessus le film. En fait, donc c'est un croisement entre un dessin animé et un film. L'avantage de la rotoscopie, c'est que du coup, tu peux à loisir modifier le décor, les personnages, etc., en te basant sur des personnages réels, mais en altérant à ta guise l'environnement et tout ce qui a été réellement filmé. Donc c'est bien pour montrer des hallucinations, pour monter des consommations de drogue. Il y a une série comme ça en rotoscopie qui était pas mal, qui parlait aussi de santé mentale sur Amazon Prime. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est avec Bob Odenkirk, c'est celui qui joue Better Call Saul, qui joue l'avocat. Bon, ça me reviendra, cette série elle était pas mal. Bref, A Scanner Darkly, ça raconte l'histoire d'un agent des stupéfiants qui est infiltré dans un réseau de trafiquants d'une drogue qui s'appelle la substance D, qui est une drogue qui entraîne une dégénérescence cognitive et des troubles de l'identité. Donc il va y avoir toute une intrigue autour de ces consommations de drogue et de ce trafic. Je vous le recommande, c'est pas mal. Bon, pareil, on n'est pas non plus dans un film ultra feel good, mais bon, les consommations de toxiques, c'est quelque chose que Philippe Cadic connaissait bien, et pour le coup, il en parle assez bien dans ses romans, quand c'est pas n'importe quoi. Ça lui arrivait d'écrire sous substance, et on voit bien dans les romans, quand tu lis qu'il y a un moment où il avait peut-être un peu trop pris des trucs, et que des fois, tu as un peu de mal à raccrocher les wagons. Et puis, voilà, j'avais envie de rigoler un petit peu pour la deuxième recommandation. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une recommandation de livre sur la dépendance à l'héroïne. Et c'est marrant, j'y ai pas pensé moi-même. ChatGPT y a pensé pour vous. C'est très original. Il m'a recommandé Trainspotting, le livre d'Irving Welsh. Qui me présente comme un récit cru et percutant sur la vie de jeunes Écossais pris dans le piège de la drogue, en mettant en lumière les réalités brutales de la dépendance à l'héroïne. Voilà comment ChatGPT te présente Trainspotting. Bon, il faut savoir que le livre a été évidemment adapté au cinéma par Danny Boyle. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, Trainspotting. Dans mon souvenir, j'étais assez jeune. Moi, je n'en garde pas un souvenir inoubliable, mais je crois qu'il y avait quand même des scènes vachement dures dans Trainspotting. Voilà, je pense qu'après m'être tapé en boucle Requiem for a Dream, je ne vais pas enchaîner avec Trainspotting. Mais bon, voilà, si vous cherchez un livre ou un film qui est dans le thème, vous pouvez y aller. À toi, Laetitia. Tu pourras l'enlever, ça. Moi aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Trainspotting. Ça fait... je me souviens de la tête du personnage principal, mais je me souviens qu'il y avait des scènes dures, effectivement, mais ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas vu. Et je n'y aurais pas pensé, non plus. Alors moi, je vais faire des recommandations plutôt courtes. Je voulais juste évoquer les Carudes, qui sont en fait... alors, je me demandez pas de détailler l'acronyme parce que je vais me planter. Mais moi qui travaille dans un XAPA, donc qui est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, où on est plutôt sur de l'ambulatoire, des consultations sur rendez-vous. Excuse-moi, le Carude, moi je sais ce que c'est. Il est sur son téléphone. Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Voilà. Merci Google. Et du coup, les XAPA et les Carudes, ils travaillent quand même en partenariat, ils sont assez complémentaires. Mais du coup, les Carudes, ils vont vraiment proposer des accompagnements, comment je pourrais dire, plus larges et plus flexibles aussi, pour alors toute personne qui consommerait, mais du coup, ça va être d'autant plus adapté pour les personnes qui consomment des produits illicites. Et c'est des structures qui vont vraiment promouvoir la réduction des risques, notamment en distribuant du matériel, par exemple. Du matériel d'injection propre,
Pour les personnes qui sniffent, du coup, je parlais de petits carnets avec du papier adéquat, des pipes à crack. Voilà, c'est vraiment des gens qui sont vraiment dans cette démarche-là et qui vont aussi souvent proposer, je sais pas, le fait que les gens puissent se poser. Enfin, pour les gens qui sont à la rue, par exemple, le fait de pouvoir prendre un truc chaud gratuitement, de pouvoir se reposer entre les consommations, de pouvoir, je pense au Carud qui est près de chez nous là, de pouvoir laver son linge, enfin des trucs annexes, mais qui au final sont hyper importants et qui ne tournent pas forcément que autour des consommations à proprement dit. Donc les Carud, je reviens aussi de Drogue Info Service, mais c'est... Voilà, vous tapez le lieu où vous êtes, la ville où vous êtes, et il vous sort vraiment tous les XAPA, les Carud à proximité. Et enfin, dernière recommandation, parce que du coup, j'ai essayé de trouver un livre en rapport avec les drogues, et celui qui m'est venu, c'est parce que je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps, c'est un livre de Dan Simmons qui s'appelle Flashback. Et Flashback, donc le personnage principal s'appelle Nick Bottom, qui est un inspecteur de police un peu à la retraite, mais en vrai, il est toujours sur des affaires, qui est veuf, qui a perdu sa femme. Et en fait, on est... comment on dit quand c'est une dystopie ? Une dystopie, oui, si tu veux. Oui. Je crois que c'est une dystopie. C'est dans un monde imaginaire ? Oui, alors c'est ça. Une dystopie. Pas très futuriste, hein, je crois que ça se passe dans les années 2050 aux États-Unis. Et en fait, le flashback, c'est une drogue qui est consommée par beaucoup de personnes. Et ça a pour effet... alors, je pense que les personnes sont un peu... je cherche un synonyme à sidérer, mais ça a vraiment des effets très puissants. Qui fait qu'au niveau du corps, t'es un peu en mode catatonique, tu vois. Mais au niveau psychologie, le flashback te permet de retourner dans des scènes de ton passé et de revivre des moments que tu choisis, du coup, avec des proches disparus, par exemple, comme le cas de Nick Bottom, il se ruine, enfin, c'est vraiment... Il a perdu son taf, il a quasiment tout perdu à cause du flashback, mais parce que dans le livre, il passe son temps à revivre des moments avec sa femme disparue. Donc il y a un petit côté poétique ou philosophique, je sais pas, dans ce livre. Et quand je le lisais, je me disais, putain, si une drogue comme ça existait vraiment, eh ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en consommeraient. Voilà. Ça me fait penser à ce film de Catherine Bigelow, Strange Days. Je sais pas si tu sais. Je connais pas. Non. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je crois que ça parlait d'une histoire de trafic de souvenirs où en fait les gens se prennent du plaisir comme ça en regardant. Ils utilisent des espèces de cartes mémoire et ils visualisent comme ça des souvenirs du passé. Bon, après ça part en thriller. Je crois que le type tombe sur une visualisation de meurtre, un truc comme ça. Enfin, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais il y a aussi cette notion de trafic de souvenirs. Bon, ça a l'air sympa, Flashback. Ouais, du coup, je pense qu'il n'a pas été adapté au cinéma, j'avoue, j'ai pas regardé. Mais ouais, je le conseille, il est cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur X, @maséancedepsy, si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Nous avons aussi et surtout une page Facebook et un petit peu un compte Instagram. Et aussi pour ceux qui n'ont pas d'application de podcast, les épisodes j'essaye de les mettre régulièrement en audio sur YouTube. En attendant de passer à la caméra, peut-être qu'un jour ça viendra. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Bon, la prochaine fois, de quoi on va parler ? Donc on sera au mois de janvier, après Noël. Moi, j'avais envie qu'on sorte un petit peu de ces films glauques là, qu'on a un peu enchaînés ces derniers temps. Et j'ai proposé à Laetitia qu'on parle d'un film Disney qui s'appelle Vice Versa. Parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur les émotions et la personnalité. Et je suis sûr qu'on passera un très bon moment en compagnie de ce film de Disney. Voilà, sur ce, on va se quitter sur évidemment un extrait de Lux Aeterna
Et on vous dit à bientôt. Et bien sûr, on vous souhaite plein de chouettes séances de cinéma. Salut Laetitia, salut à tous. Salut.